Il y a ce moment silencieux, presque imperceptible, où tu regardes ton téléphone et tu comprends qu'il n'y a personne que tu aies réellement envie d'appeler. Pas parce que tu n'as personne autour de toi, mais parce que personne ne résonne vraiment. Cette prise de conscience n'arrive pas avec de la tristesse. Elle arrive avec une neutralité étrange. Tu fais défiler l'écran, tu t'arrêtes, tu poses le téléphone. Et au lieu de la solitude, tu ressens autre chose. La sensation que se connecter aux autres demande plus d'énergie que tu n'es prêt à offrir. C'est inconfortable à admettre, parce que depuis toujours on t'a raconté que ceux qui ont peu d'amis manquent de quelque chose, de sociabilité, de chaleur, d'effort. Mais ce récit ne te correspond pas. Tu ne comprends pas mal les gens. Au contraire, tu les perçois trop bien. Tu remarques les changements de ton que les autres ignorent. Tu ressens la tension avant que les mots ne basculent. Tu sais quand quelqu'un est présent physiquement, mais absent intérieurement. Carl Jung disait que ceux qui perçoivent profondément le monde intérieur perdent souvent ce don par une fatigue psychique. Cette lucidité ne t'attire pas vers plus d'interactions, elle te rend plus sélectif. Et cette sélectivité soulève des questions. Pourquoi les conversations t'épuisent-elles si vite? Pourquoi le bavardage te pèse-t-il plus que le silence? Pourquoi être entouré de gens te fait parfois te sentir plus seul que lorsque tu es seul? Tu sais à quel point il serait facile de tendre la main. Et tu sais aussi à quel point tu choisis de ne pas le faire. Non pas par rejet des autres, mais parce que leur présence te demande quelque chose que tu ne donnes plus automatiquement. Tu as déjà essayé de forcer. Tu étais là, tu écoutais, tu riais au bon moment. Et après, il ne restait ni blessure ni rejet, seulement un vide, une fatigue sourde. Alors tu as appris à rester avec toi-même. Ce choix t'a apporté du soulagement et du jugement, des autres, de toi aussi. Tu te poses des questions. Est-ce que je m'isole? Est-ce que je fuis quelque chose? Est-ce sain? La vérité étrange, c'est que tu ne te sens pas coupé de l'humanité, tu te sens coupé du bruit. Tu vois à quel point les relations viennent avec des attentes silencieuses. Répondre vite, être émotionnellement disponible, être constamment présent. Ces règles ne sont jamais écrites, mais tu les ressens profondément, si profondément que tu te retires parfois avant même qu'on ne t'en demande davantage. Ce retrait ne vient pas de la peur, il vient de la lucidité. Jung parlait de la nécessité de respecter les limites du soi, car ignorer ses frontières intérieures mène à l'épuisement et à la perte de sens. Tu sais ce qui arrive quand tu dépasses les tiennes. Tu sais à quelle vitesse la proximité peut se transformer en obligation. Et pour toi, l'obligation ne ressemble pas à l'amour, elle ressemble à un poids. On croit souvent que ceux qui ont peu d'amis sont fermés, mais à l'intérieur, tu te sens ouvert, parfois même trop. Cette ouverture n'est simplement pas offerte à tout le monde. Tu ne veux pas 10 connexions superficielles. Tu veux une seule présence qui ne demande aucune performance. Et comme ce genre de lien est rare, tu choisis autre chose. Au lieu de remplir l'espace avec des gens, tu le remplis de silence. Ce silence n'est pas vide, il est attentif. Dans le calme, tu observes comment la plupart des interactions sociales tournent autour de la gestion des apparences. Tu remarques à quel point les gens parlent sans réellement écouter, à quel point le silence est rarement autorisé à exister sans être immédiatement comblé. Toi, tu ne te précipites pas pour le remplir, et cette retenue met les autres mal à l'aise. Ils te demandent pourquoi tu es si silencieux, pourquoi tu ne sors pas davantage, pourquoi tu ne te montres pas plus. Tu n'as généralement pas de réponse qui leur convient, parce que la vraie réponse sonne faux aux oreilles du monde. La vérité, c'est que la solitude te paraît plus saine que le fait d'être constamment mal compris. Mais dire cela à voix haute semble arrogant, défensif ou triste, alors tu le gardes pour toi. Et avec le temps, le cercle se rétrécit. Pas brutalement, progressivement. Tu cesses d'investir dans des relations qui exigent des explications permanentes. Tu arrêtes de courir après ceux qui ne te remarquent que lorsqu'ils ont besoin de toi. Tu ne maintiens plus des amitiés par simple habitude. Ce qui reste, c'est l'espace. Et l'espace confronte. Dans cet espace, tu commences à te voir plus clairement. Tu observes à quelle vitesse tu captes les changements émotionnels,
À quel point tu continues à traiter une conversation longtemps après qu'elle s'est terminée. À quel point tes réactions intérieures sont intenses, même lorsque ton apparence reste calme. Tu comprends alors que chaque interaction a un coût. Non pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que tu absorbes plus que la plupart. Quand on a peu d'amis, on suppose souvent qu'on se sent rejeté. Mais ce n'est pas ce que tu ressens. Tu te sens protégé. Protégé de l'obligation de t'émousser pour rester connecté. Protégé de la nécessité de justifier ton besoin de solitude. Protégé de relations qui demandent plus qu'elles n'offrent. Pourtant, un léger malaise persiste. L'idée que tu manques peut-être de quelque chose d'essentiel. Que moins de personnes autour de toi signifie qu'il y a un problème. Ce doute ne vient pas de toi. Il naît de la comparaison. Tu vois les autres entourés, rire, partager des moments. Pendant un instant, tu te demandes si quelque chose ne va pas chez toi. Puis tu t'imagines dans ces scènes, le bruit, l'engagement constant, les échanges superficiels, et ton corps se crispe. Pas par désir, par résistance. Tu n'envies pas leur nombre, tu envies leur facilité. Et tu te demandes pourquoi cette facilité t'a toujours semblé si lointaine. Avec le temps, tu remarques un schéma. Les gens se confient rapidement à toi. Ils disent des choses qu'ils ne disent à personne d'autre. Ils se sentent compris en ta présence. Mais peu restent. Non pas parce que tu les repousses, mais parce que rester implique de te rencontrer à une profondeur que peu de personnes habitent réellement. Alors les liens s'estompent. Il reste moins de noms, mais plus de clarté intérieure. Et cette clarté ne ressemble pas à la solitude. Elle ressemble au moment où tu quittes une fête bruyante et entres dans une pièce silencieuse. Tes oreilles bourdonnent encore un instant, puis elles s'adaptent. Carl Jung disait que la solitude consciente n'est pas une fuite, mais un espace où le soi peut enfin se rassembler. Et dans cet ajustement, une vérité devient évidente. Si tu as peu d'amis, ce n'est pas un accident. Ce n'était ni de la malchance, ni un échec social. C'était façonné par quelque chose de plus profond, par ta manière de percevoir, de traiter et de te protéger. Tu ne l'as pas encore pleinement compris. Tu sais seulement que ce qui ressemble à de l'isolement vu de l'extérieur ne se vit pas comme tel à l'intérieur. Cela ressemble davantage à un alignement. Et c'est précisément là que l'inconfort commence. Car si cela est vrai, alors l'idée selon laquelle plus d'amis équivaut à une meilleure vie commence à se fissurer. Et lorsqu'une croyance se fissure, quelque chose d'autre doit la remplacer. Quelque chose que tu n'as pas encore nommé, pas clairement, pas honnêtement. Alors la question demeure, qu'est-ce qui distingue réellement les empathes qui ont peu ou pas d'amis? Et pourquoi cette différence est-elle à la fois lourde et étrangement juste? À un moment donné, la question cesse de concerner les autres. Elle se tourne vers l'intérieur. Tu commences à remarquer à quel point ton expérience intérieure diffère de celle de ceux qui t'entourent. Les conversations restent dans ton corps bien après qu'elles soient terminées. Les interactions anodines laissent des traces. Même une compagnie agréable peut devenir excessive. Tu réalises alors quelque chose de dérangeant. La plupart des gens traversent les espaces sociaux avec légèreté. Ils effleurent les émotions et continuent leur chemin. Toi, tu n'effleures pas. Tu absorbes. Cette absorption n'est pas spectaculaire. Elle est subtile. Tu perçois les incohérences. Tu ressens les tensions non dites. Tu sais quand quelqu'un joue un rôle au lieu d'être présent. Et toutes ces informations doivent bien aller quelque part. Ainsi, si ton cercle est restreint, ce n'est pas parce que tu as échoué socialement. C'est parce que ton système ne filtre pas les interactions de la même manière. C'est ici que tout bascule. Ce qui ressemble à de la distance de l'extérieur n'est pas une distance. C'est une compression. Tu réduis ton monde à une taille que tu peux réellement habiter sans te perdre. C'est aussi là que naît le malentendu. On suppose que ta solitude signifie déconnexion, manque, désir de plus de relations. Ce que l'on ne voit pas, c'est à quel point ton monde intérieur est déjà rempli. Tu ne manques pas de stimulation, tu en as trop. Chaque relation, chaque échange émotionnel, chaque interaction ajoute une couche supplémentaire à un paysage intérieur déjà dense. Alors,
Sans même en faire une philosophie, tu choisis la qualité plutôt que la quantité. Comme un ajustement de survie. Ici, la vérité devient plus tranchante. Les empathes, avec peu ou pas d'amis, partagent souvent une configuration intérieure rare. Ils ne vivent pas la connexion sociale comme neutre, ils la vivent comme immersive. Chaque relation exige un niveau de présence que la plupart des gens ne réalisent même pas offrir. Tu ne traînes pas simplement, tu t'accordes, tu n'écoutes pas seulement, tu captes les variations, tu ne réponds pas mécaniquement, tu régules l'espace émotionnel. Et faire cela sans récupération devient intenable. Alors le cercle se réduit, non pas par rejet des autres, mais par précision. La précision est souvent confondue avec l'évitement. Mais l'évitement est guidé par la peur. La précision est guidée par la conscience. Tu deviens sélectif parce que tu connais le prix. Tu as appris que toutes les connexions ne méritent pas un accès complet à ton monde intérieur. Tu as appris qu'être apprécié par beaucoup implique souvent de se diluer. Et la dilution fait plus mal que la solitude. C'est l'un des traits rares. Un autre est que tu ne crées pas de lien par l'activité, mais par la résonance, par des valeurs partagées, par la profondeur, par une réalité émotionnelle commune. Ces liens sont rares. Alors au lieu de forcer des substituts, tu attends. Cette attente ressemble à de l'isolement vu de l'extérieur. À l'intérieur, elle ressemble à de l'intégrité. Tu préfères être seul que d'être invisible entouré. Un autre trait apparaît discrètement. Tu es étonnamment à l'aise avec tes pensées. Non parce qu'elles sont toujours agréables, mais parce que tu vis avec elles depuis longtemps. Tu traites intérieurement plutôt qu'extérieurement. Tu n'as pas besoin d'un retour constant pour te sentir réel. Carl Jung parlait de cette capacité comme d'une individuation avancée, un rapport profond au soi qui rend la validation externe secondaire. Et ce qui est rare est souvent mal compris. Tu ressens aussi immédiatement quand une relation devient transactionnelle, quand l'attention est conditionnelle, quand la présence dépend de l'utilité. Ces dynamiques t'épuisent plus vite que le conflit. Alors tu te retires avant que le ressentiment ne s'installe. Sans annonce, sans drame, tu cesses simplement d'être là. On interprète cela comme du désintérêt. Ce n'est pas le cas, c'est du discernement. Tu ne confonds pas proximité et connexion. Tu sais que la présence physique ne garantit pas la compréhension. Tu t'es senti incompris dans des pièces pleines. Alors tu ne poursuis pas la proximité. Tu attends l'alignement. De l'extérieur, cela ressemble à de la solitude. De l'intérieur, cela ressemble à de l'honnêteté. Et puis il y a le trait final, celui que peu remarquent. Tu ne construis pas ton identité sur la validation sociale. Tu ne mesures pas ta valeur au nombre de personnes qui te connaissent. Tu la mesures à l'état dans lequel tu te retrouves après une interaction. Et la plupart des interactions coûtent trop cher. Alors tu te retires. Pas définitivement, pas avec amertume, sélectivement. C'est cette sélection qui te laisse avec moins d'amis. Et voici la vérité inconfortable. Si demain tu avais soudainement beaucoup d'amis, quelque chose devrait changer. Soit tu cesserais de ressentir autant, soit tu cesserais de t'écouter. Et tu sais déjà ce qui arrive quand tu fais cela. Tu disparais doucement. Alors tu acceptes le cercle plus petit, les silences plus longs, les week-ends vides, les soirées calmes. Non parce que tu préfères l'isolement, mais parce que cette forme de connexion ne t'oblige pas à t'abandonner. Ce n'est pas un défaut. C'est une configuration que peu de gens vivent. Et si cette prise de conscience te laisse à la fois vue et légèrement ébranlé, laisse-la être là. Car la vraie question n'est pas « Pourquoi ai-je si peu d'amis ?» La vraie question est plus inconfortable. Qu'est-ce que je devrais perdre de moi-même pour en avoir davantage? Et quand tu y réponds honnêtement, tu comprends que ce qui ressemble à de la solitude est en réalité de la retenue. Et la retenue, lorsqu'elle est choisie et non subie, est l'une des formes de force les plus rares qui soient. Reste avec cette idée, pas pour la résoudre, juste pour remarquer à quel point elle n'a pas besoin d'explication.